20 ans déjà. Aujourd'hui, vous allez voir que je ne vais pas être seul, encore une fois, je vais être très très bien accompagné. Je vais retrouver Bruno David. A tout de suite. Bonjour Bruno David. Bonjour Corentin. Je vous propose de me suivre si vous le voulez bien. Avec plaisir. Vous m'accueillez d'une manière extrêmement royale, j'ai envie de dire, je vous en remercie, puisqu'on se trouve actuellement dans la Grande Galerie de l'Évolution, au sein du Muséum d'Histoire Naturelle. Si je devais vous décrire avec seulement 3 mots, je sais que ça fait peu, je dirais d'abord biodiversité, je dirais ensuite science, et je terminerai par dire engagement. Ça me va très bien. On vous connaît comme un véritable passionné en tant que président du Muséum d'Histoire Naturelle depuis maintenant 2015. Vous travaillez également au CNRS puisque vous êtes directeur de recherche. Vos travaux portent notamment sur l'évolution de la biodiversité et ses différents enjeux. Et justement, à propos de cette biodiversité, j'aimerais d'emblée vous questionner à propos d'un ouvrage qui s'appelle « À l'aube de la 6e extinction, oui. Comment habiter la Terre ». Dans celui-ci, d'une certaine façon, vous tirez la sonnette d'alarme sur les enjeux qui pèsent finalement sur la biodiversité. Et j'aimerais directement vous questionner sur le message principal que vous souhaitiez adresser à vos lecteurs à travers ce dernier ouvrage. Alors le message, c'est un constat. C'est « Est-ce que c'est grave, docteur ?» C'est ça la question. Nous sommes face à certaines disparitions d'espèces, des extinctions. Nous sommes surtout face à des déclins d'abondance, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'individus au sein des espèces, même si les espèces ne sont pas encore éteintes. Et ça, il faut savoir, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave. Donc je dresse un certain nombre de constats sur la situation actuelle, et pas que pour la biodiversité, c'est assez large. Ça concerne aussi bien les virus et la pandémie, la consommation d'énergie, l'eau, différents enjeux environnementaux. Et après, il faut se situer sur des tendances. Donc je me lance dans une comparaison par rapport au passé géologique de la Terre, à ce que la Terre a traversé, pour ensuite essayer de se poser les questions, de savoir justement, comme le dit le sous-titre de l'ouvrage, comment est-ce qu'on pourrait habiter la Terre de la meilleure manière possible. Quelle est l'évolution de la biodiversité de ces 20 dernières années ? Alors, ce que l'on constate, et ça a été vraiment constaté scientifiquement, c'est qu'on est face à beaucoup de déclins d'abondance. C'est-à-dire que de génération en génération, il y a de moins en moins d'individus au sein d'une espèce, sans même que l'espèce ait disparu. Et que ça touche énormément d'espèces qui sont pourtant des espèces communes, comme des petits mammifères communs. Je vais penser aux lapins de Garenne, aux hérissons, des choses aussi communes que ça. Certains oiseaux, il y a beaucoup moins de moineaux dans Paris qu'il y a une vingtaine d'années. Certains, bien sûr, des amphibiens, comme des salamandres, des tritons, des grenouilles, des crapauds. Enfin, beaucoup de groupes qui nous paraissent très, très ordinaires, des insectes, bien sûr, et qui sont beaucoup moins abondants. Et ça, c'est inquiétant parce que, évidemment, au bout d'un chemin du déclin, il y a une extinction possible. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que quand on regarde comment ça s'est produit dans le passé géologique de la Terre, on se rend compte que les grandes crises d'extinction de la biodiversité à différentes périodes géologiques, ça a fonctionné exactement de la même manière. Ça fonctionnait selon le même mécanisme. Donc, quand on regarde ce qui est en train de se produire, on peut se dire c'est quand même pas terrible. Maintenant, le livre, il a une certaine forme d'optimisme, puisque je dis que c'est à l'aube de la 6e extinction. Donc nous sommes sur la trajectoire d'une 6e extinction, mais on est au début de cette trajectoire. Et nous pouvons donc l'anticiper et mener des actions pour ce qui veut dire qu'on a le temps de réagir. Et j'ajouterais qu'étant à l'origine du problème, nous sommes aussi potentiellement à l'origine de la solution. Alors puisqu'on parle d'anticipation, justement, également dès le début de votre ouvrage, vous soulignez des besoins de retrouver une lucidité, une rationalité, si on est dans la peau du grand public, pour faire face à tous ces défis. Il semblerait quand même que ces problématiques de biodiversité peinent encore à vraiment être au cœur des mentalités, des consciences. Comment faciliter cette prise de conscience ? Alors le faciliter, je ne sais pas, mais on est face à une double amnésie, en quelque sorte. On a une amnésie face à la biodiversité, à cette érosion de la biodiversité, parce que dans la mesure où ce sont des déclins progressifs, on a tendance à ne pas les voir. C'est-à-dire d'une année à l'autre, d'une saison à l'autre, il y a éventuellement moins d'oiseaux de telle espèce dans nos champs, dans nos campagnes, mais on ne marche pas sur des cadavres d'oiseaux pour autant. Donc on ne le voit pas et on ne se rend pas compte que d'année en année, il y en a de moins en moins. Et j'aime bien faire la comparaison avec notre image dans le miroir. Quand on se regarde dans le miroir le matin, on a l'impression qu'on a la même tête que la veille. Mais si on prend une photo d'il y a 15 ans, on se rend compte qu'on a changé. Donc c'est un petit peu ça. C'est une forme d'amnésie parce que les espèces ne sont pas réellement éteintes. On voit toujours des moineaux dans Paris et pourtant il y en a 2 fois moins. Donc il y a cette première amnésie. Et puis la deuxième amnésie, elle est culturelle. C'est-à-dire qu'en fait, on a perdu cette connexion avec la biodiversité
Et on oublie ce que sont les espèces, on ne sait plus ce que sont les espèces, on ne sait plus les reconnaître. On a un vocabulaire en termes de désignation des espèces, mais par des noms ordinaires, qui est extrêmement pauvre maintenant et qui est beaucoup plus pauvre qu'il y a longtemps. Alors pour, comme vous dites, retrouver une certaine connexion pour ces nouvelles générations avec le monde animal, la nature, la biodiversité, certains ont tenté quelques idées, notamment je pense à cette récente campagne publicitaire à l'approche de la COP26. On y voyait en fait une vidéo d'un dinosaure qui débarquait en plein milieu d'un sommet de l'ONU pour lancer un discours très très sensibilisateur en s'adressant directement aux êtres humains et en leur expliquant finalement l'impact que pouvaient avoir leurs actions sur le monde qui les entoure, sur leur écosystème. Que pensez-vous de cette façon de sensibiliser le grand public ? Oui, je trouve que c'est une assez belle image, pour pas mal de raisons en fait. Là, il y a une des raisons qui est que les dinosaures, finalement, ils se sont éteints à la suite d'une grande crise de la biodiversité. Donc on a le message de quelqu'un qui a été victime de cette crise. La petite nuance, c'est que c'était pas de la faute des dinosaures s'ils se sont éteints, alors que peut-être que si l'espèce humaine s'éteint, ça sera un petit peu de sa faute. Et puis, c'est un regard extérieur. C'est un petit peu comme un extraterrestre qui regarderait la Terre, qui observerait la Terre de sa lointaine planète et qui nous observerait en train d'agir et en train de nous autodétruire. Donc, il y a cette mise à distance, en quelque sorte. Il y a un regard distancié qui est intéressant parce que ça nous permet de nous regarder agir et de ne pas être le nez dans le guidon. Donc, je trouve que ce message est intéressant, cette image est intéressante. Peut-être que je la réutiliserai un jour. Si on veut pouvoir prévenir ces crises écologiques et protéger davantage la biodiversité, est-ce que finalement le fait de sortir de cette vision clivante, c'est un moyen de permettre aux investisseurs et aux écologistes d'avancer davantage sur le sujet de la biodiversité ? Les enjeux d'environnement sont vraiment devenus très importants. Il faut en avoir conscience. Et on ne peut pas d'un côté avoir des gens qui ont un certain pouvoir, un pouvoir économique, et puis de l'autre côté, des gens qui sont simplement des donneurs de leçons, qui sont dans leur habit de chevalier blanc et qui disent « moi je ne veux pas parler à ces impurs, ils sont trop épouvantables et je ne veux pas les fréquenter ». Il faut qu'on casse cette logique de caste. Il faut qu'on sorte de cette logique d'affrontement avec d'un côté des enjeux économiques et de l'autre côté simplement des enjeux scientifiques ou des enjeux un petit peu idéalistes, qu'on peut qualifier aussi comme ça. Si on ne sort pas de ça, on n'y arrivera pas. Le problème est trop grave pour la solution soit apportée uniquement par des scientifiques naturalistes. Il faut aussi des sciences humaines et sociales. Il faut que toute la société s'y colle, plus ou moins. Donc on a besoin de dialogue. Et donc il faut aller rencontrer ces gens-là. Et c'est ce que je fais, parce que c'est eux qui ont le pouvoir aussi, qui ont le pouvoir, un pouvoir décisionnel. Et j'ai fait il n'y a pas longtemps une conférence devant les investisseurs et les financeurs d'une très grande banque mondiale. Et je me suis dit, si je convainc la moitié d'une personne parmi les 100 personnes que j'ai en face de moi, j'aurais fait un pas bien plus important que quand je suis face à 300 personnes qui sont déjà pratiquement toutes convaincues. Donc c'est vraiment là qu'il y a un chemin de progrès à faire. Il faut qu'on l'exploite. C'est pas une plaisanterie, il faut vraiment qu'on l'exploite, il faut vraiment qu'on y aille, il faut qu'on se retrousse les manches et qu'on essaye de convaincre tous ensemble. Ça veut dire aussi que du côté des écologistes un petit peu trop intégristes, il faut mettre de l'eau dans son vin. Il faut accepter ce dialogue, il faut accepter que les autres en face aient aussi un minimum d'exigence, parce qu'ils ne vont pas changer du jour au lendemain. Mais parce que si on leur demandait de changer du jour au lendemain, ils refuseraient de le faire. Et ils considéraient simplement que nous sommes des idéalistes. Donc il faut casser cette frontière, il faut briser cette frontière. C'est vraiment pour moi l'enjeu des années qui viennent. Également, parmi les acteurs économiques, il y a bien sûr les entreprises. Vous défendez souvent l'idée que finalement l'investissement responsable, ça ne se limite pas qu'aux bons gestes. C'est-à-dire, nous allons investir dans un projet écologique, ça redorera notre image, ça nous donnera bonne conscience. Il ne s'agit pas que de se limiter à ça. Comment concilier écologie et investissement des entreprises ? Là aussi, je vais à la rencontre des entreprises. Et j'essaye de les convaincre que les sujets d'environnement au sens large, ça concerne aussi le climat, toute la biodiversité, ça n'est pas seulement quelque chose sur laquelle ils doivent se pencher une fois qu'ils ont fait leur travail d'entreprise et puis de se dire, bon, maintenant il me reste un petit peu d'argent, je vais investir là-dedans, c'est ce que vous dites. Mais ça doit venir en amont dans la stratégie de l'entreprise. Ils doivent penser environnement, ils doivent penser biodiversité de manière aussi importante que quand ils gèrent leurs ressources humaines, leur budget ou leur bâtiment. Et de se dire, là, on va faire telle action. Je ne les empêche pas de faire le travail d'entreprise, mais on s'oriente dans telle action. Pour cette action, quel va être mon impact environnemental ? Et derrière ça, je leur dis, il y a une mesure facile. Vous n'avez même pas besoin de savoir comment fonctionne un écosystème. Vous n'avez même pas besoin de nous le demander.
on n'a même pas besoin de le savoir, agissez sur les facteurs de pression qui pèsent sur la biodiversité, sur les sujets de pollution, sur les sujets d'occupation d'espace et d'utilisation extensive des espaces, sur les sujets de transport d'espèces qui peuvent devenir invasives, sur les sujets de surexploitation des ressources et sur éventuellement le sujet climatique aussi, pas éventuellement d'ailleurs, aussi sur le sujet climatique. Et si vous diminuez vos facteurs de pression, ça ira mieux. Peu importe la manière dont ça ira mieux, on sait que ça ira mieux. Et vous pourrez mesurer votre effort et vous saurez quelle a été la mesure de votre effort sur tel ou tel facteur de pression. Et faites-le en amont. Et les citoyens dans tout ça, comment les sensibiliser pour les 20 prochaines années? Là, j'ai une marotte. C'est l'observation. Nous avons perdu la capacité d'observer. Nous ne savons plus observer le monde qui nous entoure. On ouvre notre fenêtre et on ne sait pas regarder. On se promène dans la rue, on ne sait pas regarder, on ne sait pas écouter. Combien de personnes, y compris de votre génération, sont dans la rue avec des écouteurs dans les oreilles? Mais il y a des tas de choses à écouter. Il y a des oiseaux qui chantent, même en ville. Et je ne vous parle pas de la campagne. Donc il faut apprendre à observer. Et cette observation, elle a plusieurs vertus. D'abord, elle nous apprend à connaître le monde qui nous entoure, nous apprend à connaître le reste de la nature. Les espèces, les plantes, les arbres, les oiseaux, enfin tout ce qui nous entoure, les minéraux. Le monde qui nous entoure. Et la deuxième vertu, c'est que apprendre à observer, c'est aussi une école de pensée qui nous apprend à rejeter les dogmatismes, qui nous apprend à rejeter les fake news, qui sont des mensonges, en d'autres termes, mais qui nous rend plus vigilants, parce que l'observation est une école de réalisme. Nous sommes confrontés à la réalité. Et ça commence dès l'école, même les tout petits en maternelle, primaire, secondaire, il faut réapprendre ça. Et ça nous réapprendra aussi le monde vivant, ça nous réapprendra le monde qui nous entoure, cette terre qui est si belle, et en plus c'est beau. Donc, commençons par ça. Apprenons à observer, sortons-nous les écouteurs des oreilles, rangeons notre téléphone portable dans notre poche et profitons de tout ce qui nous entoure. C'est très intéressant cet aspect de, comme vous dites, de reprendre le contrôle de notre perception du monde qui nous entoure, savoir observer, savoir écouter. Justement, d'ailleurs, pendant le premier confinement, on remarquait ça lorsque, justement, il y avait nettement moins de pollution atmosphérique, voire plus du tout pendant à peu près 1 mois et demi, et que les oiseaux venaient plus proches des fenêtres, certains animaux sauvages venaient exactement au milieu des routes. Mais selon vous, au fond, je vous demandais d'être un petit peu plus prospectif, là, cette fois-ci, quel rôle doit jouer une génération comme la mienne pour les 20 prochaines années? Elle doit s'engager. Vous avez 2 moyens d'engagement, j'emprunte l'image à un collègue, c'est pas très compliqué. Vous avez une carte bleue et une carte d'électeur. Utilisez-les. Et bien voilà, c'est sur ces paroles qu'on va se quitter, Bruno David, et qu'on va surtout quitter ce lieu vraiment magnifique. Je n'ai absolument pas d'autres mots pour dire à quel point c'est magnifique, illuminé, naturel, vivant, j'ai également envie de dire. Merci à vous de m'avoir accueilli ici. Merci d'être venu et regardez comme c'est beau cette grande galerie. J'ai plus qu'à vous souhaiter bel engagement et faites en sorte que les 20 prochaines années soient meilleures sur Terre. Au revoir.